Il y a un adage qui dit, tu gagnes comme un pauvre et tu perds comme un riche. Bah, c'est exactement ça. C'est, dès que je gagnais 100 balles, j'étais trop content, je les coupais et puis, bah, parfois j'étais capable de supporter, des pertes de, 500 000 € en face donc voilà, c'était, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'entretien avec un trader. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui avec notre invité Nicolas qui possède une expérience professionnelle dans le domaine des marchés financiers. Nicolas a travaillé en tant qu'analyste technique dans des sociétés de conseil en clientèle institutionnelle et grâce à son expertise, il a pu étudier de près les mouvements des marchés financiers et fournir des conseils précieux à ses clients. Cependant, nous allons également explorer les limites potentielles de cette profession en ce qui concerne les prédictions de marché. Ce qui rend notre discussion d'aujourd'hui particulièrement intéressante, c'est d'analyser si cette expérience professionnelle a une influence positive ou négative sur la façon dont Nicolas aborde son trading à court terme. De nombreuses personnes se demandent si une expertise approfondie peut réellement améliorer les performances de trading ou si elles peuvent parfois entraver le jugement et la prise de décision. Salut Nicolas et merci d'être là avec nous aujourd'hui pour partager sur ton trading. Salut Oswald, merci à toi de m'accueillir et de me consacrer un petit peu de temps. Première phrase que je pose à tout le monde. Pourquoi tu as décidé de te lancer dans le trading? Qu'est-ce qui t'anime dans cette activité? Ah, alors ça c'est un mouvement qui a commencé il y a bien longtemps, il y a environ 25 ans. Tout a commencé par de l'investissement en bourse, et plus particulièrement en actions. À l'époque, je cherchais à placer, les économies de mes premiers salaires et donc du coup, bah, j'y connaissais pas grand-chose, hein. Je m'étais un petit peu, renseigné dans la presse, sur internet, les débuts d'internet, heu et mon approche a été plutôt, de l'investissement à long terme. Et puis ensuite, beh, comme je cherchais toujours à améliorer en fait, les rendements de mes placements, je me suis un petit peu, renseigné. J'ai fait de la gestion plus active, et j'ai un peu basculé en fait d'une approche un peu très secure à, des actions un petit peu plus volatiles et là j'ai vraiment, pivoté sur du trading, et sur de l'analyse technique. D'accord, et tu dis plus volatile, c'est genre des small caps et des actions comme ça? C'est Ouais. exactement ça. En fait, j'ai vraiment commencé, en lisant la presse sur des actions de bons pères de famille, avec des dividendes et puis bon, bah, je me suis aperçu que ça délivrait pas vraiment ce que j'attendais et effectivement après je suis allé sur des actions, plus petites, effectivement les small cap, souvent des technos et puis, on a essayé de faire du trading. Donc tu as été analyste des marchés. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter cette période de ta vie? Quelles études éventuellement tu as fait pour arriver à faire ce métier? Alors en fait, ça a été un long cheminement parce que moi j'ai repris en fait mes études, j'avais 30 ans et j'ai intégré en fait les marchés financiers d'un point de vue professionnel seulement après ma reprise d'études. Donc moi j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur par la formation continue, comme j'étais passionné, de bourse et que je commençais à réaliser que je pouvais peut-être travailler dedans, j'ai poursuivi avec un master en finance de marché. Et dans le cadre, en fait, dans le cursus de ce master, j'avais des unités de valeur d'analyse technique et c'est là que j'ai vraiment été mordu et que j'ai décidé d'aller travailler là-dedans. Et ça, c'est une question que je me suis toujours posée quand tu fais des études, un master en finance entre autres. Donc j'imagine que tu apprends à décortiquer une entreprise, les chiffres, etc. Mais qu'est-ce que tu vois concrètement, structurellement sur un graphique boursier? Ils vous apprennent à étudier des indicateurs, des cycles, ils vous apprennent quoi exactement? Oui, c'est exactement ça. Donc en fait, bon moi j'ai travaillé donc, mon stage de fin d'études, je l'ai fait au Crédit Agricole Asset Management, dans un service, exclusivement dédié à l'analyse technique. Donc, effectivement, en analyse technique, on analyse plusieurs choses, en fait, plusieurs pans. La première chose la plus importante, ça va être vraiment le price action. Ça va être le trading, de pattern, d'accord? Donc ça va être l'analyse graphique, le premier point vraiment le plus important. Ensuite, sur la base de cette première analyse graphique, on va s'intéresser aux indicateurs mathématiques. On va voir si, les différentes catégories d'indicateurs mathématiques
corrobore en fait ce que tu vois sur tes graphiques. Bon, alors je ne rentre pas dans le détail, hein, mais je pense que tout le monde commence par ça, donc tout le monde connaît un petit peu les bases. En analyse graphique, on va regarder, des supports, des résistances, on va regarder des patterns que tout le monde connaît, des triangles, des têtes-épaules, des doubles bottom, des doubles top, et cetera. Je vais faire un petit clin d'œil à quelqu'un qu'on connaît tous les 2, des, tasses avec anse. Voilà, donc ensuite, comme je te l'ai dit, on va regarder si les différentes catégories d'indicateurs mathématiques, qui vont être les indicateurs de suivi de tendance, les indicateurs contracycliques corroborent ou pas ce que tu vois sur l'analyse graphique. Et enfin, nous, dans la société dans laquelle je travaillais, on était très, très, très orienté en fait sur la cyclicité des marchés et plus particulièrement sur la théorie des vagues d'Elliott. Donc en fait, on avait un process et on développait en fait chaque tiroir de notre analyse afin d'arriver à un scénario le plus probable. D'accord, ok. Donc c'était toujours à cette époque-là, quand tu faisais des analyses de marché pour les instits. Enfin, c'était des instits ou c'était des clients particuliers? Non, oui, alors tout à fait, tu as raison. Non, non, c'était uniquement des clients institutionnels. Donc on travaillait dans une société qui vendait sa recherche très très cher, n'était pas abordable pour les particuliers. 90, bon, j'exagère un peu, mais 90% de nos clients étaient à Londres, d'accord. Le reste était à Zurich. Alors, je parle pour en fait l'entité qui se trouvait à Paris. On avait des bureaux à la fois sur le continent nord-américain et en Asie. Et nous, en fait, notre portefeuille de clients était exclusivement à Londres et à Zurich, hein, quasiment. Un peu à Genève également. Les clients étaient des preneurs de risques. Donc, en fait, c'était que des gens qui avaient besoin d'avoir une idée du directionnel des marchés que l'on suivait. Donc, c'était en fait des prop traders des banques. D'accord. Donc, c'est des gens qui travaillent avec les fonds propres de la banque. On travaille avec des gens qui étaient sur le money market. On était sur des gens qui étaient sur des hedge funds, voilà, donc principalement des hedge funds, principalement des banques. Et tu faisais des analyses graphiques indicielles ou c'était vraiment sur n'importe quel actif? Ça pouvait être des actions individuelles, ça pouvait être des monnaies, enfin Mhm. l'euro-dollar, etc. Mhm. Alors on couvrait toutes les classes d'actifs. Donc moi j'ai commencé effectivement sur les taux d'intérêt. Donc moi je travaillais sur le desk des fixed income, on appelle ça. Donc là tu suis en fait tous les tous les actifs, hein. Donc on suivait les government bonds, on regardait le Bund, le Bubble, le Chat. En fait, on regarde toute la courbe en fait des taux d'intérêt allemands, hein, qui sont la référence en Europe. Après, on regardait bien sûr l'OAT, le BTP en Italie, etc., etc. On regardait des courbes de taux. On croisait en fait des courbes de taux US, Europe, donc l'Atlantique par exemple, etc. Donc voilà, ça c'était mes débuts sur le fixed income. Et ensuite, je vais changer de desk. Je suis allé sur le desk indice actions. Donc effectivement, là, on couvrait toutes les actions, tous les indices, etc., etc. Mais la société, elle, couvrait absolument tous les assets. Il y avait un desk forex également. Il y avait voilà, il y avait plein de choses. Il y avait les commodities également. Donc, on était capable de fournir des analyses à nos clients sur toutes les classes d'actifs. D'accord. Et c'était sur quelles unités de temps à peu près? C'était du daily, sur du weekly? Alors, Tu faisais tes... ouais, exactement. Donc, en fait, le schéma sur lequel on vendait notre recherche, c'était des analyses 1 à 3 jours, 1 à 3 semaines, 1 à 3 mois. Donc, en fait, en fonction de l'horizon de temps des clients, ils essayaient de s'y retrouver par rapport à l'offre en fait, qu'on leur proposait. Donc tous les matins, donc bon, le métier d'analyste, hein, c'est un petit peu comme le métier d'analyste fondamental, hein. Nous, les analystes techniques, on se levait assez tôt. Moi, ma journée de travail commençait à 7h30 à Paris. On faisait rapidement le morning meeting pour le délivrer à nos clients tous les matins à 8h. Donc on prenait le téléphone et on appelait tous nos clients pour leur expliquer en fait les scénarios de la journée. Et comment ça se passait? On leur donnait toujours un scénario de préférence, on leur donnait le niveau au-dessus. Alors, imaginons qu'on soit bullish, par exemple, aujourd'hui sur l'Eurostoxx 50. On va être bullish au-dessus de tel niveau pour aller voir tel target. Et si on se trompe, si notre niveau de support d'invalidation est cassé, eh ben dans ce cas-là, on leur donnait en fait un scénario alternatif. Parce que très souvent, ce dont on s'est aperçu, c'est que les clients n'étaient pas d'accord en fait avec les scénarios que l'on donnait. En revanche, les niveaux étaient très pertinents. Donc en fait, c'était super important de leur donner tous les niveaux
que l'on ait raison ou que l'on ait tort. Donc ça, c'était vraiment très important. Mais je y reviendrai probablement un petit peu plus tard dans l'entretien. C'est quelque chose qui m'a beaucoup desservi ça par rapport à mon propre trading, de savoir que je pouvais avoir tort dès le début, que si j'avais tort, je déplaçais mon stop et je pouvais tolérer, et cetera. Donc voilà, on y reviendra. Mais c'est vrai que le concept d'avoir, mais comme on peut voir sur beaucoup de personnes qui font des analyses le matin, que ce soit sur YouTube ou autre, un scénario acheteur, un scénario vendeur. Bien Hein, sûr. une invalidation, bon bah écoute, le marché il a pas fait notre premier choix, bon Mmh. bah on va se caler à la vente et là notre prochain support est ici, donc ça va être un niveau TP pour une vente quoi. Exactement, tout à fait. Ah, Non je mais pense c'est qu'on n'a rien inventé, hein, mais je pense qu'en fait, effectivement, c'est un bon modèle et tout le monde s'y retrouve parce que tu sois d'accord ou pas avec la vue qui t'est donnée, au moins tu as les niveaux sur lesquels les marchés, devraient réagir. et donc dans ces clients, tu avais bien sûr des gens qui leur fierté, je sais pas, peut-être qui avaient des avis contradictoires alors Oui, oui, sur ce que vous leur bien donnez. sûr. Alors c'est Ouais. rigolo parce que, bah, c'est un reflet de la vie, hein, de la société. Tu as tous les profils psychologiques de clients. Tu as celui qui va, écouter, boire tes paroles, ne rien dire. Tu sais pas s'il est d'accord, pas d'accord, tu sais pas ce qu'il pense. T'as celui qui est à fond avec toi, tu comprends qu'il a une grosse pause et en fait, il a très envie que tu raison parce que lui, il a très envie que ton scénario se réalise. Et puis t'as le mec qui est jamais d'accord avec toi, hein. Comme dans la vie, tu dis quelque chose, de toute façon, ce client-là dira toujours le contraire. Et c'était presque un jeu on avait l'impression que c'était presque un jeu pour eux de toujours jouer le scénario inverse. Donc effectivement, c'était assez drôle. Écoute, on va passer un petit peu sur toi, sur ton expérience personnelle sur les marchés. Donc tu m'as dit tout à l'heure que tu avais commencé Mhm. sur les actions, donc c'était on va dire du long terme, hein. C'était pour préparer une retraite, ouais, pour mettre de Exactement, tout côté. à fait. Bah, ouais, c'est ça, hein, je commençais à travailler, j'investissais mes premiers sous, sur les marchés financiers pour diversifier un peu mes placements, et puis, effectivement, dans mon esprit, c'était du long terme. Alors j'avais ouvert un compte, alors je sais pas si on peut faire de la pub ou pas, mais bon, moi, c'était On pas s'en un fout, T non, tu peux y aller. on s'en fout, j'avais ouvert je sais même pas si ça existe encore, c'était Bourse Direct à l'époque. J'y connaissais absolument rien, donc j'avais ouvert un compte titre pour pouvoir acheter, vendre, tout ce que je voulais et voilà, j'avais lu que c'était assez vaste, ce qu'il était possible de faire chez eux, donc voilà. J'étais vraiment à mes débuts, complètement néophyte et ça a été le 1er support sur lequel j'ai acheté mes actions. Et après, ce que tu as fait, donc du coup, tu as dû t'orienter vers des small pour prendre un peu plus de risques. Exactement, donc là, j'ai commencé vraiment à piler. Alors au début, je sais pas, ça m'a peut-être pris, 6 mois, 1 an, ce qui est de toute façon un peu trop court, hein, mais bon, voilà, j'ai commencé un petit peu plus activement à m'intéresser à l'analyse technique et au bout de 6 mois, 1 an, effectivement, j'ai vraiment fait du trading plus actif. Toute cette période n'a pas du tout été profitable, hein. J'ai vraiment perdu de l'argent pendant toutes les premières années. De toute façon, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et puis, bon après, je trouvais que c'est rigolo, hein, parce que quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'on n'était pas tout à fait objectif, mais je perdais de l'argent, c'était probablement la faute du broker. J'avais des frais de courtage qui étaient beaucoup trop élevés. C'est ce que je me disais, hein, bien sûr. C'était complètement erroné, mais donc je crois qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'ai basculé en fait sur les CFD. À l'époque, bon, les frais étaient très limités parce que dans le spread, hein, donc je le voyais pas. Je me disais: «Ah, il y a pas de frais, c'est génial», le temps que je comprenne que ce soit dans le spread, j'avais déjà encore perdu beaucoup d'argent. Il y avait un levier, qui m'était offert qui était très, très important. C'était dans les quelles années, ça, quand tu as commencé les CFD? Je crois que c'était dans les années 2000, je crois que c'était juste après la crise des subprimes, j'en sais rien. J'aurais dit 2009-2010. Ah ouais, donc c'était bien avant. Ah, Ah du ouais, des coup, oui. leviers de fou. Ouais, donc tu avais le droit à des leviers de C'était c'était 300. tout à fait. Ah, parce que c'est limité maintenant, là, depuis le WhatsApp, Ouais, hein. OK. Mais et du coup, quand tu étais sur les CFD, t'as testé, c'est là que t'as pu tout tester, parce que j'imagine qu'il y avait toutes les paires de Forex, il y avait les indices américains et les indices français. Exactement. Donc après, à l'époque, j'étais vraiment très orienté, DAX et Eurostoxx. Je tradais un petit peu le CAC parce que le spread était vraiment très, très serré. Mais effectivement, ouais, j'allais là-dessus. Je faisais un peu de forex, je faisais de l'indice. Comme j'étais, dans mon job, j'étais sur les bonds, je faisais aussi un petit peu de fixed income.
Mais ouais, on avait, c'était vraiment tout était possible en fait, c'était assez extraordinaire. Mais c'est ça, ouais, et c'est aussi le piège. C'est exactement ça, parce qu'en fait, tu te spécialises dans rien, tu vas picorer un peu partout, tu vois des opportunités partout et tu perds encore plus vite ton argent. Et t'avais une horizon de temps à l'époque qui était réduite ou t'étais encore en swing trading Non, non, à ce non, moment-là? déjà, voilà. Donc dès que je suis passé sur les CFD, j'étais exclusivement sur du scalping, voire de l'intraday quand je portais une position trop longtemps, ce qui était en général assez mauvais signe, hein, parce que quand je restais longtemps en position, c'est que j'étais en perte et que je n'arrivais pas à couper. Donc, ouais, faut être objectif et réaliste. C'était pas bon signe. Bon bah du coup, donc tu viens de nous dire que tu étais plutôt scalping à ce moment-là. Exactement, mais pas forcément pour les bonnes raisons, tu vois. Avec les années, je m'aperçois que je suis rentré dans tous les biais psychologiques et j'ai choisi le scalping parce que je n'étais pas capable en fait de porter une position gagnante aussi longtemps que j'aurais dû le faire, profiter, etc. Donc j'étais vraiment dans je coupe rapidement mes gains quand il y a un adage qui dit tu gagnes comme un pauvre et tu perds comme un riche. Bah, c'est exactement ça. C'est dès que je gagnais 100 balles, j'étais trop content, je les coupais et puis bah, parfois j'étais capable de supporter des pertes de 500, 1000 euros en face. Donc voilà, c'était tout ce qu'il ne fallait pas Oui, et faire. puis c'était des comptes perso quoi. Oui, oui, C'était bien des sûr, sous, bien sûr, bien sûr. ouais, perso, Ouais, à c'était pas l'époque, du tout. ouais, les propres firmes n'existaient pas. Alors moi, voilà, pendant 10 ans, j'ai fait les comptes, hein, donc faut être objectif. Moi, j'ai perdu 35 000 balles, donc bon, voilà, après, et, c'est dur à admettre, mais il faut l'admettre, il faut toucher le fond pour espérer rebondir un jour. Ouais, et puis c'est ton histoire. Sauf ceux qui ont commencé avec les propres firmes, c'est une Mhm, autre affaire, mais mhm, ceux qui ont commencé comme toi, moi et beaucoup d'autres bien avant, on y a laissé des plumes hein, dans cette affaire, hein. tout Donc, à fait. Mais tu sais, je pense que les gens ne sont pas forcément non plus complètement honnêtes. Je discutais avec quelqu'un sur Discord qui me disait non, mais avec les propres firmes, ça me coûte pas très cher. Mais je crois la personne, je lui ai demandé si la personne avait fait vraiment le compte un petit peu, parce que ça fait 2 ans qu'elle fait de la propre firme. Je dis, est-ce que tu sais combien tu as dépensé en éval, en activation fee de TPA que tu as eu, que tu jamais, parce que la personne n'avait pas encore réussi à pay out. Et la personne n'avait même pas fait ce travail. Donc il y a toujours en fait ce côté psychologique où les gens occultent un petit peu les downsides, les inconvénients, et croient que bon, c'est génial, on dépense pas d'argent, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont dépensé énormément d'argent ah dans mais les bien évals. sûr, bien sûr. Et puis ça se voit avec le chiffre d'affaires que font les sociétés de propres firmes, hein. J'y ai pas accès, mais je me fais pas de soucis pour elle. Ah bah ils sont transparents là-dessus, ils le disent. Ah ouais. Enfin, ils disent les payouts qu'ils ont fait, tout ça. Donc tu te dis, s'il Oui, y a, les payouts, il y a ouais. que tant de pourcents des gens qui gagnent, tu fais le calcul. Non, mais en tout cas, c'est vrai que puis trader son argent, c'était une autre affaire. Moi, je pense que la propre firme a révélé des traders qui n'auraient jamais été révélés avec leur fonds propres. Mm, Je pense que cette solution a permis quand même de faire naître des traders qui ne seraient jamais sortis de terre mm. avant, Alors avant cet outil, quoi. les conditions sont très très dures en fait. Je pense que on nous force à faire des performances qui sont un petit peu trop importantes, mais à contrario, on nous force aussi à avoir une gestion du risque. Alors moi, je trade sur Apex aujourd'hui. Il n'y a plus de daily loss limit, mais quand j'étais à l'époque chez OneUp ou chez On2Trade, j'aimais beaucoup en fait ce truc parce que ça t'apprend à ne pas perdre plus qu'un certain montant par jour. Donc quand on est parti et quand on part en tilt, si jamais on n'a pas ce daily loss limit par exemple, tu peux être sûr que le compte il va être cramé dans la journée. Donc je trouve que les prop firms en fait ont quand même, alors bien sûr, elle profite du système, beaucoup de choses est designé pour qu'on perde, mais si on veut se projeter et si on veut réussir à être profitable, on s'aperçoit quand même qu'il y a il y a des règles à respecter. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que quand tu es tout seul avec ton propre compte, tu peux perdre 10 000 balles dans la journée si tu fais pas attention. Donc, Ça, c'est clair. Ah non, ça, c'est terrible, ça- hein, ouais. Et donc aujourd'hui, t'en es où là? Tu es toujours sur du scalping, t'essayes de limiter ton trading, de faire des positions plus longues. Exactement. Donc aujourd'hui, moi, je suis toujours sur du scalping. Moi, j'ai 2 axes en fait de développement dans mon trading aujourd'hui. Donc la psychologie, toujours essayer d'améliorer
mon côté psychologique et les biais que je peux avoir, parce que comme tout le monde, je me dis jamais, même si je paye out, par exemple les 2 derniers mois, je me dis pas, ça y est, je suis en bonne voie et je vais vivre du trading. J'ai compris qu'aujourd'hui, moi, il fallait mieux avoir en tête toujours que tu es à un cheveu de faire la connerie qui va te coûter ton compte. Euh, les moments de tilt, tu les vois difficilement arriver. Donc, bon, moi, je fais beaucoup de méditation, des trucs comme ça. Donc, j'essaye de sentir le moment venir, mais c'est très, très difficile. Et voilà, je préfère garder en tête que je suis toujours à 2 doigts de faire la pire bêtise de ma vie et de cramer mon compte plutôt que de me dire, ça y est, je vais vivre de trading, quoi. J'essaie vraiment d'être très prudent par rapport à ça. Ouais, puis c'est ce qu'avait dit un spécialiste dans le domaine, c'est que quand le tilt est arrivé, et qu'on le voit, qu'on le sent, enfin qu'on le sent, qu'on sait qu'on est en train de tilter, que c'est trop tard en fait. C'est déjà très dur. C'est déjà En trop. général, quand je le sens, 9 fois sur 10, j'arrive pas à couper, à éteindre le truc, alors que c'est vraiment ce qu'il faudrait faire, quoi. Ouais, C'est comme ça. c'est terrible, hein. Donc ça, c'est le premier, ouais. Ah, c'est la catastrophe. Ah, c'est Et donc ça, c'est le premier point sur lequel je travaille. Et le ouais. deuxième point, j'essaie d'allonger un petit peu maintenant euh, mes, 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 mes positions. C'est-à-dire que j'essaie de sortir de ma zone de confort. C'est que je sais pas, je vais gagner 15 points, 20 points de Nasdaq. Je lui dis, bah, vas-y, porte encore un peu la position. Voilà. Et ça, c'est très dur pour moi aujourd'hui, mais j'essaie surtout de profiter un petit peu plus des mouvements parce que j'ai en général un assez bon timing d'entrée. Donc maintenant, j'essaie juste de porter un petit peu plus mes positions. Et voilà, Dans ton trading, t'es plutôt à, à suivre une position ou alors à avoir un scénario clairement établi, un stop, une entrée de position, un TP. non, moi je travaille à. Donc moi je suis sur Ninja pour les prop firms, hein, et non, moi je travaille à l'ATM. Dès que je rentre en position, j'ai un stop, un target qui sont définis. Mais justement, voilà, comme je te l'ai dit, en backtestant, à tête reposée, etc., je me suis aperçu que mes entrées étaient relativement bonnes en général. Et si je portais un petit peu plus longtemps mes positions, bah, ok, j'aurais un win rate ratio qui serait un petit peu moins bon probablement parce qu'il y aurait des trades qui reviendraient, etc. Mais je pense que globalement, j'ai fait les calculs, mon espérance de gain augmenterait. Donc voilà, moi c'est là-dessus que j'essaie de travailler un petit peu pour porter plus longtemps les positions gagnantes, quitte à voir mon, mon pourcentage de trades gagnants baisser un tout petit peu. Mais c'est difficile, hein, parce qu'on est tous attirés par le gain, quoi. On cherche tous, en fait. Je sais pas, je dis ça, mais moi, je cherchais, au début, je cherchais les stratégies qui gagnent tout le temps. Et d'ailleurs, ça, c'est super important. S'il y a bien un truc que je me dis aujourd'hui, c'est que avant de commencer à essayer de gagner de l'argent, j'aurais mieux fait d'essayer d'en perdre correctement. Je crois que le plus important, c'est de savoir perdre avant de savoir gagner. Mais bon, ça, c'est un tout autre débat. À rester bloqué dans cette optique de vouloir gagner rapidement et de ne pas savoir perdre, donc de cramer des sous, de cramer ses comptes parce qu'on ne sait pas perdre, moi j'ai perdu des années à cause de ça. Pareil. Et donc non, c'est un sujet qui est super important. Tu m'as dit que tu utilisais un ATM, donc c'est-à-dire que tu n'as pas de TP identifié, on va dire, structurel, technique? Non, non, non. En fait, j'utilise assez peu les graphiques temporels. Donc, moi, j'aime beaucoup les Renko. Donc, en fait, les swings des mouvements sont à peu près toujours les mêmes. Dès que j'ai un reversal, donc moi, je suis un trader en fait euh, de price action. D'accord? Donc, moi, je vais vraiment regarder le price action et de momentum. Donc, je vais essayer d'identifier une tendance. Je vais essayer de payer un retour dans cette tendance et de surfer en fait sur le momentum qui devrait reprendre dans la direction initiale. Donc en fait, avec mes Renko, j'ai toujours les mêmes stops, d'accord? Donc par rapport au calibrage en fait de mon Renko, et je joue toujours en fait un ratio, un ratio. Alors moi, les ratios de 2, les ratios de 3, je suis incapable, hein, les risk reward de 2, 3. Moi, je travaille entre 0,75 et 1 de risk reward, mais avec un, un ratio gain-perte qui est très élevé. Je suis de l'ordre de 82% de trades gagnants. Donc, ce risk-reward négatif, en fait, inférieur à 1 en général,
me permet d'être profitable quand tout se passe bien et quand j'ai pas un tilt. Donc toi, non, voilà, c'est du trading qui est vraiment... tu n'utilises pas les UT. Bon, j'imagine que tu utilises les UT long terme pour peut-être définir des niveaux. Exactement. Voilà. Alors en fait, je travaille en fait sur des unités de temps qui pour moi, mon scalping sont longs, hein. Je regarde du 15 minutes. Quand je regarde du 15 minutes vraiment serré, j'ai même pas besoin de regarder le daily parce qu'en fait j'ai plusieurs jours en fait sur mon Ouais, chart. ouais, je comprends. Donc voilà, je me fais une pré-analyse en fait en regardant mon 15 minutes. J'ai mes niveaux, j'ai ma tendance, voilà, j'ai toutes mes zones. Et après, effectivement, je traite sur du Renko relativement court pour mon scalping. Et après, tu fais donc TP, tu fais pas de Q-bougie, tu fais pas de stop Q-bougie. Eh ben, justement, c'est ce sur quoi je travaille maintenant. Ouais. Et effectivement, c'est ce qu'il faut faire. C'est que tant que j'ai pas un retournement, pourquoi sortir? À part la peur, hein, je l'avoue. Mais voilà, c'est ce qu'il faut que je réussisse à faire et que j'essaie, sur lequel je travaille en ce moment. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, hein. Enfin, enfin, en tout cas, ceux qui utilisent les Renko, ils les utilisent beaucoup aussi pour ça, pour la suivi de Exactement. position et faire traîner leur. Exactement. Tant que tu n'as pas une brique de retournement, tu continues à surfer ton mouvement, tout à fait. C'est le vrai Renko ou c'est l'Uni-Renko ou Ninja Renko, c'est. Alors non, non, le vrai Renko, pour moi, il est nul. Ouais. En fait, le vrai Renko n'a pas de mèche. Oui. Donc, j'utilise un Ninja Renko. Ninja Renko, ok. D'accord. On va parler un petit peu de, bah, du coup, de la psycho. On a déjà abordé un petit peu cette partie-là, mais tu Mhm, as dit que tu faisais un petit peu de méditation, tout ça. mhm. Quelque chose à titre perso que je teste en ce moment aussi. Enfin, avant de commencer une séance, vraiment orienté sur le. Et du coup, tu as senti une différence sur le long terme ou de faire ce genre de truc? En fait, oui, mais c'est rigolo parce qu'en fait, ce pourquoi je continue, alors je fais de la méditation, mais je fais aussi de la cohérence cardiaque. Et d'ailleurs, je fais plus de cohérence cardiaque que de méditation. Mais enfin, je pense que les deux sont relativement proches et complémentaires. Mais ça m'a surtout beaucoup apporté dans ma vie perso. Donc, je pense que tous ceux qui font du trading réalisent à quel point le trading et ce qu'on ressent est un miroir de la vie. Donc, en fait, ça m'apporte beaucoup dans la vie de tous les jours, la vie familiale, au même titre que le trading. Donc, en fait, c'est pour ça que je fais ça et que je continue. Je suis vachement plus posé. Je suis beaucoup plus honnête envers moi-même. Je pense qu'il faut accepter de dire que bah, on n'est pas bon, qu'on fait ça de pas bien pour pouvoir progresser, avancer dans notre trading. Donc oui, ça m'a beaucoup apporté dans euh, la éviter en fait. Alors moi, ça m'a permis de plus faire d'overtrading par exemple. D'accord. Moi, je suis capable d'attendre un setup pendant 2 heures, de faire que 2 trades dans la journée. J'ai aucun problème avec ça. Et ça, je pense que c'est la méditation qui m'a permis à le faire. Donc ça m'a beaucoup aidé sur l'overtrading. Et je pense malgré tout que dès que je prends un stop, si j'en prends un deuxième, moi je sais que c'est là où je tiltais dans le Ouais. passé. Si je prends deux stops d'affilée, Ouais. là je vais faire un petit exercice. Je vais aller sortir. Alors je suis travailleur indépendant, hein, donc j'ai la chance d'être relativement libre. Je travaille en même temps que je fais du trading, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose hein, en général, mais je suis capable de prendre sur moi, grâce à la méditation, aller faire un tour, sortir, et soit ne pas y revenir, soit ne pas tilter tout de suite. Moi, j'ai remarqué que j'avais un pattern qui était récurrent. Dès que je prenais deux stops, vous pouvez être sûr que le compte il était cramé dans la journée. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé sur les différents problèmes liés au trading et au comportement. Et tes stops, ils sont, pour quantifier un petit peu le truc, tes stops, ils font à peu près combien de pourcentage de risque de perte sur la valeur du compte? Alors, sur mes Renko, etc., moi j'ai des stops à 200 $. Et je ne trade que des comptes à 25 000, pour D'accord, donc info. tu trades en mini. Oui. Ok. Tu trades en mini sur des comptes à 25 000 et même l'après-midi? Quand Alors tu as les oui, parce US? qu'en fait, grâce à mes Renko, j'ai toujours le même stop en fait. Donc D'accord. ça va beaucoup plus vite, mais mon risque est toujours le même, mon gain est
en général le même, sauf si je réussis à porter les trades, ce que je fais pas tout le temps pour être très honnête. Parce que c'est vrai que les Renko, enfin, après c'est une molle expérience que j'ai vue et après discussion sur pas mal de forums liés à tout ça, c'est que les Mhm. Renko, nous on changeait les valeurs, tu sais, quand on changeait de volatilité. Mhm. Tu sais, Ouais, les boîtes avaient pas les bien mêmes sûr, dimensions. bien sûr, bien sûr. Mais si tu fais ça, tu acceptes aussi que ton risque ne soit plus le même. Bah, il faut baisser Oui, alors, ouais, comme moi, je mets toujours un stop sous un niveau graphique, si tu fais ça, si tu augmentes en fait la taille de tes briques, tu éloignes ton stop. ouais. Donc ça c'est la chose que moi je me refuse à faire. J'ai des systèmes en fait pour qui m'aident un petit peu à poser mes ordres rapidement, etc. Donc même si le marché accélère, alors déjà je traite pas, je traite jamais les 10 premières minutes de l'Open Oui, US. oui. Et puis après, bon, bah, même si c'est un peu plus rapide, j'ai pas de problème pour poser mes ordres. Moi, je ne travaille qu'en ordre limite. Donc, parfois, j'ai des ordres qui ne sont pas exécutés, mais je l'accepte, c'est comme ça, hein. Donc, je préfère toujours rester sur mon unité de temps, bien que le marché accélère en après-midi. C'est là où c'est intéressant, je vais relever le fait que toi, tes stops, tu les mets sous un niveau. Tu les mets pas forcément sous une bougie. Alors exactement, parce qu'en fait, moi, je rentre, j'ai un système en fait pour rentrer en position. Donc, pour imaginer un petit peu, on va imaginer une tendance haussière. Mes Renko vont revenir sur ma moyenne mobile. Donc moi, je trade en fait que du price action et j'ai une moyenne mobile. Donc le marché va revenir dans ma moyenne mobile. Et dès qu'en fait, je vais avoir trois Renko, un retournement matérialisé par trois Renko, là, je vais rentrer en fait avec un buy stop limit par exemple. Et donc mon stop sera en dessous mon niveau graphique de ce petit setback qu'on aura connu. Donc moi, je mets toujours mes stops sous un niveau graphique, effectivement. Ouais, mais c'est intéressant, ça change la donne. Et puis c'est vrai que tu en as peut-être beaucoup moins de chance si tu as eu je sais pas moi, ta recherche de liquidité, etc., sur ton niveau, d'aller rechercher justement cette zone-là, quoi, une fois qu'elle est partie. Bon, après, tout le monde le dit, mais il faut toujours le dire, il n'y a aucune méthode Ah bah qui ça, est ouais. 100% gagnante. Donc, euh, normalement, voilà, je l'ai dit, voilà, j'ai un niveau de réalisation de trade gagnant qui est assez élevé. Mais voilà, il faut accepter que bah, dans 15-20% des cas, tu auras tort. Et puis c'est comme ça, quoi. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. J'ai un taux de réalisation très élevé parce qu'aussi j'ai des targets qui sont pas très loin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc moi je suis à 82% de trades gagnants, mais parce que je joue 75, 100 dollars de gains. Donc c'est parfois un peu plus, mais voilà, c'est parce que aussi mes targets sont pas trop éloignés que j'ai un pourcentage de trades gagnants aussi élevé. Mais ce que je retiens aussi, et ça c'est important de le dire, et c'est ce que beaucoup disent, c'est que le trading, l'activité de trader t'a permis de travailler sur toi et ça t'a apporté un bien-être aussi autour, au quotidien, voilà, ouais, avec la famille et donc bah, j'allais y venir, tu vois, sur le fait de l'importance du confort, du bien-être familial dans son trading, de pas être en froid avec madame lorsqu'on va commencer à trader ou vraiment être en paix avec soi-même et surtout important, et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est en totale honnêteté avec soi-même. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Ouais. Je pense que les premières années, être dans un cadre en fait relativement stable et sécurisant familialement parlant, c'est super important. Après, moi, je fais toujours l'analyse. Euh, je pense que le trading est comme toute activité, sauf que bah, il n'y a pas d'école en fait pour le trading. On nous apprend pas à devenir chirurgien, pilote de ligne, etc. On lit un livre, on regarde une vidéo et on pense qu'on peut devenir trader en une nuit. Donc ça, c'est toujours un peu chaud, mais on a beaucoup de choses en fait qui sont dures dans le trading parce qu'en plus, tu as énormément d'émotions qui sont liées à l'argent. Donc c'est vraiment une activité qui est super dure. Donc si effectivement tu te disputes avec madame, tu as un problème dans ta vie de tous les jours qui vient t'impacter, ça va devenir très compliqué de gérer en fait ton trading et les émotions qui sont liées. Maintenant, je pense que c'est comme toute activité. Alors moi, j'explique ça à ma fille, c'est rigolo. Ma fille, elle a 14 ans, et elle s'intéresse au trading, donc j'aimerais bien l'y amener tout doucement, mais je pense que c'est comme toute activité. Moi, je me rappelle, quand j'avais 18 ans, j'ai passé mon permis, putain,
c'était ouf, quoi. Tu t'arrivais dans un rond-point en descente, dans un virage, il fallait que je freine, que je tourne le volant, que je regarde les voitures à droite, à gauche, derrière, que je le rétrograde en même temps. J'avais l'impression que j'allais y arriver, tu vois. T'avais vraiment beaucoup d'émotions. Alors, l'image, elle est différente, hein, parce qu'il n'y a pas d'armes en jeu, même si tu as une côté sécuritaire quand tu conduis. Et aujourd'hui, tu fais tout en parlant avec ta femme, en parlant au téléphone. Enfin, tu réfléchis même plus à la façon dont tu conduis, à la façon dont tu... Et bien, le trading, je pense que c'est pareil, sauf qu'en fait, il faut digérer en fait cette période d'apprentissage, de maîtrise, etc., etc. Et je pense aussi que dans le trading, pour y arriver, il faut avoir des habitudes. Moi, je pense qu'en fait, euh, gérer ses émotions, c'est bien, mais c'est très difficile. Ce que je crois, moi, c'est qu'il faut vraiment avoir des habitudes, il faut accepter de prendre un stop, il faut accepter de laisser porter ses gains, etc., etc., etc. Et je pense que c'est les habitudes qui vont nous aider, en fait, à rendre, en fait, l'activité mécanique et facile, de la même façon qu'aujourd'hui, je conduis ma voiture sans même y penser et je suis capable d'être dans des situations très compliquées, et ça me pose aucun souci, je suis capable de conduire et pas d'avoir d'accident. Et ben, le trading, c'est pareil, si tu as des bonnes habitudes, effectivement, c'était une méthodologie, hein, mais je pense que au bout d'un certain temps, n'importe quel trader est capable d'avoir un edge sur le marché. Je pense que si tu es capable d'avoir un bon money management et des bonnes habitudes, tout le monde peut y arriver. Mais bon, ça c'est, je dis ça simplement, mais je dis ça simplement, mais c'est des années, quoi. C'est ce que tu viens de dire, mais je suis totalement en adéquation avec ça. C'est-à-dire que c'est vraiment la répétition, et c'est pour ça qu'il c'est important. Parce que quand tu conduis une voiture, t'apprends pas à la conduire de manière différente toutes les semaines. T'apprends à la conduire tout le temps de la même manière. Les vitesses, tu les passes tout le temps de la même manière. Les freins, tu les utilises tout le temps de la même manière. Le regarder dans les rétroviseurs, tout ça. Et le fait de répéter, 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 c'est instinctif. Et ta conduite, elle est instinctive. C'est-à-dire que tu réfléchis plus pour conduire. Et moi, je suis persuadé que les grands traders, ils en sont dans cette étape-là, en fait. Bien sûr, Ils bien sûr. connaissent le sujet par cœur. Leur méthode, ils ont bouffé du grave, bien sûr, ils connaissent tout ça. Ils sont passés par des étapes difficiles. Mais ils ont tellement répété les mêmes choses avec rigueur des années, des années, des années que maintenant, ils rentrent sur le marché comme s'ils conduisaient une voiture. La seule chose que tu peux maîtriser, en fait, c'est ton entrée. Tu décides de rentrer, mais une fois que tu es rentré en position, tu maîtrises pas en fait le trade. C'est pas toi qui va décider si le marché va monter ou va baisser. Et la seule chose que tu pourras faire en fait, c'est maîtriser ta perte si tu es en perte ou ton niveau de gain. Donc en fait, il faut absolument, absolument, absolument avoir des habitudes et maîtriser en fait sa gestion de perte du trade. Et après, bah, les gains, ils prendront soin d'eux-mêmes et ça te fera gagner. Mais je pense qu'en fait, il faut vraiment être mécanique habituel dans ta prise de perte et dans la gestion de ton management. Sujet qu'on n'a pas abordé pendant ta carrière pro. Tu avais suivi des formations pour te spécialiser dans un domaine particulier en termes d'analyse technique. En fait, c'est la société dans laquelle je travaillais qui, à l'époque, hein, euh, dans les années 2000, 2010, elle avait déjà 25 ans d'expérience, cette société. Donc en fait, c'est elle qui nous formait. Il y avait vraiment, on rentrait dans le moule de la société et oui, on était spécialisé en fait sur. Alors moi, j'ai fait fixed income et indice action. Donc voilà, j'avais suivi vraiment des formations sur ces classes d'actifs là. Et après, quand tu as vraiment tradé les CFD, scalping, etc., tu as eu des gens que tu as suivis sur YouTube ou des formations que tu as faites. À l'époque, pas trop. C'est venu plus tard quand j'ai trouvé que j'avais perdu trop d'argent. Je me suis dit, bon, bah, faut peut-être que tu te fasses aider, mon bonhomme. Donc, si tu n'y arrives pas tout seul, bah, c'est que tu fais pas bien quelque chose. Alors, moi, j'aime bien cette phrase d'Einstein qui avait dit, la folie, c'est d'espérer des résultats différents en faisant toujours la même chose. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé tout doucement à chercher un petit peu dans les livres et sur Internet, effectivement, ce qu'on pourrait appeler un mentor, oui. Maintenant, question fatidique. Est-ce que l'expérience professionnelle que tu as eue avant, en tant qu'analyste technique, joue en ta faveur ou en ta défaveur aujourd'hui sur les marchés financiers? Aïe, 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 ça c'est une super question et je vais y répondre très, très, très honnêtement. Cette expérience passée a été un cauchemar pour moi et pour le trading. C'est-à-dire qu'en fait,
Euh, Force a été de constater que le meilleur des analystes est le pire des traders selon moi. Alors attention, hein, ça n'engage que moi. Il y a probablement des exceptions, mais il y a un truc qui s'appelle analysis paralysis chez les Anglais. Euh, L'analyste est paralysé en fait dans sa prise de décision par ses analyses. C'est-à-dire que j'étais capable de faire des analyses à tête reposée, à tête froide. Et quand il s'agissait en fait de rentrer en position, alors là, j'avais tous les défauts. Donc, quand il s'agissait de rentrer en position, j'étais pas sûr, je voulais limer un petit peu. Est-ce que si j'attendais un peu, je pourrais pas rentrer mieux, etc., etc. Donc je voyais des problèmes partout. Donc j'avais vraiment un gros problème pour rentrer en position. Et une fois que j'étais rentré en position, j'avais un autre défaut, c'est que si jamais le trade ne se passait pas comme je voulais, je déplaçais toujours mon stop parce que je me dis, mais attends, là, si le marché il revient un petit peu, alors imaginons que j'étais long, attends, j'ai un retracement de vague 4 juste, ouais, tiens, 5 points en dessous mon stop. Bon, attends, je vais décaler un peu mon stop. Et puis ensuite, j'ai, ah putain, c'est con parce que là, j'ai un 50% de retracement de tout le mouvement haussier. C'est un peu dommage. Ah putain, là, j'ai quand même une divergence haussière qui apparaît sur mon RSI. C'était une catastrophe. Donc en fait, je vais te dire ce qui a été pour moi, hein, et je ne généralise pas pour les autres analystes, mais pour moi, ça a été un cauchemar. Et il a fallu que je me défasse de tout ça, et ça a été très très long et très painful de devoir en fait tout rejeter. Alors je pense que ça me sert quand même hein, au quotidien. Je vois toujours des zones importantes. J'analyse très vite les marchés, en tout cas sur les zones graphiques. En revanche, je ne l'utilise plus du tout à partir du moment où je suis en position. Je fais un reset. Je suis en position, j'ai un stop, j'ai un target et je m'y tiens. Peu importe. Je préfère re-rentrer dans la position quand je vois par exemple que il y a eu un swipe de liquidité sous mon stop, je ne devais pas être le seul là, je vois le marché qui repart et qui repart dans l'autre sens direct. Je préfère re-rentrer que de reprogrammer mon cerveau à me dire attends, décale un peu ton stop, etc. Surtout, et tout le monde le sait, hein, mais surtout si tu as la malchance qu'en plus tu aies raison de décaler ton stop parce que le marché repart dans le bon sens, tu programmes, tu donnes une très mauvaise information à ton cerveau. Et là, c'est la catastrophe en fait. Donc non, je préfère me prendre un stop, re-rentrer dans le même sens si je pense que c'était un excès. Euh, donc voilà, non, non, ça a été vraiment très 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 douloureux en fait, et ça a été une très mauvaise expérience de passer par l'analyse avant de faire du trading. D'accord. Et c'est vrai qu'en plus, les vagues d'Elliott, c'est particulier parce que en soi, théoriquement, ça paraît, bah, je veux dire, c'est viable. Mais le problème, c'est que dans la réalité, les vagues d'Elliott, t'as plein de vagues d'Elliott, des cycles de vagues d'Elliott dans des vagues d'Elliott, et du coup, Et à la fin, t'en vois partout, quoi. c'est tout le concept en fait de l'analyse fractale, hein, donc tout est imbriqué. Ouais. Tu regardes pas l'unité de temps, tu regardes pas les prix, tu sais pas si tu regardes du 30 secondes ou du weekly. Euh, Ça se tient, mais je trouve que en trading pur, en termes d'efficacité, bon, voilà, c'est pas top. Bon, en tout cas, Nico, super échange. Vraiment intéressant, le parcours. Bah écoute, je t'en Et, prie, hein. du coup, bah là, on va passer à la dernière étape du podcast. Mhm. Quels sont les 3 livres ou films qui t'ont le plus marqué? Hmm. Alors, je pense que top of the list, c'est Trading in the Zone, Mark Douglas. Pour Ok. moi, ça a été un révélateur. C'est-à-dire que j'ai compris que tout se passait enfin, tout se passait, j'exagère un peu, mais beaucoup de choses se passaient dans la tête, que il fallait voir en fait son trading sur une série de trades de 20, de 50, de 100 trades, etc. Ça m'a beaucoup aidé de me dire, bah écoute, mets-toi dans la peau du casino maintenant. Donc, ok, tu peux avoir un trade perdant une fois de temps en temps, mais in the long run, c'est toi qui vas gagner. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc ça, c'est vraiment le livre que j'ai préféré. Je sais plus comment il s'appelle en français. Bon, Trading in the Zone, c'est clair. Entrer Euh, dans la zone, je crois. ok, entrer dans la zone. Il me semble. Euh, alors, en fait, tout ce à quoi je pense, c'est rigolo parce qu'il y a rien sur la méthodologie, et je pourrais y revenir un petit peu, mais il n'y a rien sur la méthodologie du trading. Je pense que c'est vraiment le moins important. Le deuxième livre que j'ai adoré, c'est Trade Mindfully de Gary Dayton. Donc, voilà, je suis D'accord. très inspiré par la culture anglo-saxonne, hein. J'ai beaucoup écouté, regardé des trucs aux US. Et c'est pareil, en fait. Faut trader en conscience. D'accord? Donc, c'est pareil. Ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et
Je suis obligé d'en parler aussi parce que j'en ai parlé déjà tout à l'heure, les habitudes. Pour moi, c'est primordial et je pense qu'en fait, il faut absolument avoir des habitudes. Et un livre que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle Atomic Habit de James Clear, que pareil, je le conseille à tout le monde. Dans votre trading et dans votre vie, ce livre va vous aider énormément. Atomic Habit, donc top. D'accord. Bah, je mettrai de toute façon les Ouais, couvertures du livre, ouais, ouais, ok, ça marche. sur la vidéo. Donc voilà, Et trois trucs qui sont, alors pour les deux premiers, liés au trading, ouais, mais qui pour moi, voilà, sont pas de la méthodologie. Et d'ailleurs, je peux faire une petite aparté, je vais donner mon avis. Je pense qu'en fait, pour les gens qui commencent le trading, ok, il faut trouver un edge, il faut trouver un avantage en fait sur le marché qui va vous faire un petit peu gagner, etc. Mais au bout d'un certain temps, vous allez le trouver ce edge. Il y a pas de raison. Donc ça, c'est vraiment pour moi le moins important. Ce qui est un tout petit peu plus important après, bah, ça va être le money management. Pour moi, c'est primordial. Si vous avez une stratégie le dimanche, le week-end, parce qu'on fait tous la même chose, hein. Le samedi, le dimanche, on regarde les graphes, on dit, bah tiens, qu'est-ce ouais. qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Et hop, on prend notre feuille Excel et on note tout, on note tout. Ah putain, je suis gagnant avec ça, je suis profitable. Bon, je le fais. Mais en réalité, bah, si jamais vous respectez pas votre stop et vous décalez un peu vos stops, etc. Si le money management que vous vous étiez fixé initialement, vous le respectez pas, votre stratégie, elle sera plus gagnante. Donc, pour moi, le money management, c'est vraiment le deuxième élément le plus important. Et après, bah, c'est la psychologie. Je pense que vraiment, pour moi, c'est 80% de psychologie, c'est 15% de money management et c'est 5% de méthodologie. Donc voilà, encore une fois, ça n'engage que moi, mais, euh, mais si vous pouviez demain vous concentrer uniquement sur votre psycho et sur votre money management, euh, Ouais, non, c'est il y a de clair, hein. grandes chances que les gars, vous soyez rentables demain, quoi. Prendre de la hauteur sur les marchés, quoi. Et ne pas prendre ça comme un... Et tu sais, ce qui est terrible, c'est que, encore hier, j'arrive à couper maintenant, hein, quand je vois que j'ai atteint mon daily loss ou autre, je coupe, même mon daily win. Mais hier, j'ai eu l'expérience où, tu sais, ton PA, alors que ton PA, t'as quand même passé des étapes pour le valider, t'as payé une somme, hein, pour le valider, il n'avait- j'ai commencé à avoir ce petit moment où il n'avait plus d'importance. Vraiment, hein, ça a duré 2 secondes. Ça, Et c'est un là, je me gros. suis dit, stop, on arrête parce que là, par contre, ça va vraiment partir en vrille. Et le PA n'avait plus d'importance. Ça, C'est-à-dire que, c'est un gros défaut des prop ah firms, je ouais, ouais, crois, parce qu'en fait, les règles sont très contraignantes. Et tu es habitué à perdre tes comptes en fait. Et je pense que tu banalises un petit peu la perte d'un compte, surtout quand en fait tu as des promotions qui sont récurrentes en fait, hein. Voilà, aujourd'hui, un 25 ou un 50 000, on te le vend quoi, 25, 30 balles, je sais pas combien ça coûte. Tu as un très 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 mauvais message en fait qui te dit qu'en fait bah, c'est pas si grave que ça quoi, c'est 30 $. Et je pense qu'en fait, c'est énorme en fait le travail qu'il faut faire sur soi pour se dire ça a beaucoup plus de valeur que ça et il faut réussir à jongler avec ça. est-ce que tu as des points que tu cherchais à améliorer là dans ton training actuellement? Est-ce qu'il y a toujours des choses qui te... Toujours, je pense que de toute façon, le trading en fait, c'est un voyage, hein. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime. Bon, déjà, c'est une passion parce que en perdant autant d'argent, c'est vraiment ça qui te tient et qui te pousse à continuer malgré tout. Et puis bah, finalement, tu y arrives. Et puis finalement, après, tu comprends que bah, c'est un travail sur toi-même. Donc, moi, c'est ce que j'adore en fait là-dessus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, mon point d'amélioration aujourd'hui, bah, c'est d'augmenter le gain moyen par trade. Voilà, D'accord. c'est vraiment ce sur quoi j'ai envie de travailler aujourd'hui. Donc vraiment jouer sur cette partie, laisser courir ces trades qui sont gagnants. Sortir de ma zone de Ouais, ouais. confort, accepter de prendre plus de trades perdants ou de trades scratchés Break-even, ouais. break-even et laisser partir les gagnants pour de temps en temps avoir un home run. D'accord. Eh ben écoute, j'ai passé un super moment avec toi. Bah écoute, plaisir partagé, merci beaucoup Toi, ça Oswald. fait presque 1 heure qu'on bavarde. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder ou un petit conseil que tu aimerais donner aux gens?
Bien sûr. Alors au début, surtout quand on débute et qu'on connaît pas grand-chose à l'analyse technique, au trading, etc., on a besoin en fait de découvrir un petit peu tous les aspects en fait et toutes les méthodologies. Mais je pense qu'il y a 10 000 façons de gagner ou de perdre de l'argent sur les marchés. Voilà, il faut trouver celle qui nous convient, mais essayer de pas trop se perdre en fait dans les différentes méthodologies. Une fois qu'on en a une qui fonctionne et on sait qu'elle fonctionne, faut pas. C'est le syndrome de l'objet brillant à chaque fois. On va dire, ah bah tiens, ça c'est nouveau, c'est pas mal. On va régresser en fait. À chaque fois qu'on va switcher d'une méthode à une autre, on va régresser. Donc vraiment se concentrer sur quelque chose pour ne pas perdre de temps. Et je crois que l'investissement temporel le plus important, c'est sur Mhm. soi-même. Et donc voilà, tout de suite capitaliser sur la psychologie, sur le côté psycho. Eh bien, très beau message de fin. Plein de... Ouais, c'est Merci exactement ce qu'il fallait beaucoup. dire en tout cas. Pour les auditeurs, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, et je les remercie pour ça. Donc, bah, comme je disais tout à l'heure, super moment passé avec toi. On a appris plein de choses. J'espère que tu vas arriver enfin à dépasser à sortir de ta zone de confort et à tout fracasser sur les marchés. Et Exactement. Ah, les limites sont faites pour être dépassées, hein. exactement. De toute façon, le trading, c'est élitiste. C'est un sport de haut niveau, donc il faut forcément arriver à un moment donné, dépasser et dépasser ses limites pour performer. Merci à toi, Merci beaucoup Oswald. Je te souhaite une très bonne journée. et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye, ciao.